On a invité des vieux amis, si j'ose dire, vieux, j'entends par la durée de l'amitié, pas par l'âge, des vieux amis de l'IREMO, Shlomo Zand, que chacun ici connaît. Il vient de publier d'ailleurs un nouveau livre qui s'appelle Le crépuscule de l'histoire et qui est ici, mais il est encore tout chaud, des presses de chez Flammarion. Donc Shlomo va, je pense, parler un peu de ce nouveau livre pour au moins l'introduire un peu auprès de vous, et puis ensuite essayer de répondre seul et ensuite en débat avec nous, avec vous, à la question posée de la radicalisation d'Israël. Voilà, Shlomo Zand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être invité. Et merci de venir cette belle journée soleillée parisienne. Et je vais commencer à dire quelque chose à propos d'un livre qui est paru il y a 2 jours et qui n'est pas un livre sur le Proche-Orient, ce n'est pas un livre sur Israël-Palestine, c'est plutôt un livre de réflexion sur l'histoire comme métier, comme discipline. Et à quelque façon, c'est une conclusion des trilogies que j'ai publiées sur comment. Vous savez. Donc, je conclus ici certaines réflexions sur cet métier qui m'a fait gagner la vie durant 30 ans. Et la démarche est très critique. Pas que je crache dans la soupe, comme on dit, mais je suis arrivé à des notions très sceptiques sur le métier. Donc, ce livre est peut-être le livre le plus radical que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Pas que je suis contre l'histoire, c'est bête. Mais je pose des questions et j'arrive à une conclusion que dire que l'histoire, c'est une idéologie en forme de récit, ou une idéologie avec des notes au bas des pages, ce ne sera pas complètement faux. Je suis clair ? Maintenant, l'expérience que j'ai eue, me confronter avec les histoires sionistes, m'a poussé plus en plus à insister sur le fait que l'histoire en général, comme pédagogie, dans presque partout dans les États-nations, sont des sortes de récits idéologiques pour former des nations. Et si je viens d'une culture historiographique pleine de mythes chauds, ici en France, les mythes commencent à froidir. C'est les mythes, vous savez, nos ancêtres les Gaulois, etc. C'est commence à froidir un peu, pas complètement, parce que j'ai lu dernièrement Finkielkraut et Zemmour, et j'ai vu qu'ils ont des notions sur l'histoire ancienne, c'est-à-dire Zemmour est sûr que les paysans qui ont vécu sur Philippe le Bel étaient des Français. En lisant Zemmour, j'ai été étonné, parce qu'ils croient que c'était des copains français du 14e arrondissement. C'est incroyable comment les mythes quand même existent et servent politiquement beaucoup de gens. Et beaucoup d'universitaires en plus. Donc j'écris ce livre comme une sorte d'égo-histoire, c'est-à-dire mes rencontres avec les historiens et l'histoire. Et dans le cadre de IREMO, je vais ajouter quelque chose sur le premier chapitre qui a de rapport avec l'Institut. Pourquoi ? Parce que dans le premier chapitre, j'essaie de m'attaquer à la notion très répandue, que tout le monde l'a pris à l'école, la notion que dans l'histoire, il y a le temps historique. Nous avons eu ici en Europe une antiquité, Moyen-Âge et modernité. Chacun qui apprend l'histoire, il sait qu'il y avait une antiquité. Oui. Et qu'est-ce que c'est l'antiquité ? Le monde gréco-romain, Athènes et Rome. Athènes et Rome, c'est justement la première phase de développement de l'histoire européenne. Moi, j'ai commencé à apprendre ça déjà à Tel Aviv, que l'Antiquité, Athènes et Rome, c'est la base de la civilisation européenne. Je n'ai pas réfléchi beaucoup. Et aussi, comme étant donné que j'étais marxiste, je savais que l'esclavagie
le monde des esclavagistes antiques était la première phase, et après il y avait des féodalismes, et après le capitalisme, et à la fin, the mur. Maintenant, pour revenir, cette notion qu'il y a un certain enchaînement, c'est-à-dire un progrès des étapes, m'a embêté très très tôt. J'ai posé des questions, pas que j'étais très génial, mais j'ai eu un bon professeur, c'est toujours cette histoire, qui était marxisant, qui m'a fait penser que l'histoire est complètement différente au point de vue du temps historique. Ça veut dire l'Antiquité d'Athènes et Rome n'est pas le début de l'Europe. C'est-à-dire la notion des continents européens est fausse, parce que l'Europe n'est pas un continent. Et Athènes et Rome, ce n'est pas une partie intégrante de la processus de développement de l'Europe. C'est difficile à saisir, c'est trop abstrait. Mais vous devez savoir que le 19e siècle, qui construit justement l'histoire à la façon scientifique, parce qu'on devient tout le monde scientifique dans le 19e siècle, donc cette notion que l'historien européen et français inclut sous l'Antiquité, cette notion avec des bases racistes. Il y a une race indo-européenne, et justement Athènes et Rome appartiennent à cette race indo-européenne. C'était courant dans le 19e siècle. Maintenant encore. Hein. Et Nadine Morano, d'ailleurs, elle est un peu anachroniste dans sa jargon. J'espère. Hein? J'espère. Mais c'est une dernière survivante d'une grande tradition qu'il y avait une race blanc européenne qui a commencé avec les tribus indo-européens qui ont arrivé à Athènes, etc., etc., etc. J'essaie dans le premier chapitre de construire cette notion de temps historique très classique. Je ne sais pas si j'ai réussi. Au début, je pensais faire tous les livres sur cette notion-là. Si je savais que Morano va dire à 2015, peut-être j'aurais élargi les thématiques. Donc, race blanc, il n'y avait pas. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, même Sarkozy est d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ces notions, d'ailleurs, si on a mentionné Morano, et Morano a eu tort de dire qu'elle est gaulliste. Et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit race blanche, elle a dit, je l'ai trouvé chez De Gaulle. Oui, De Gaulle n'a pas développé, mais je crois que pour quelqu'un qui était éduqué par Maurras, la droite traditionnaliste et même l'extrême droite dans l'année 30, je crois que oui, De Gaulle a utilisé ce vocabulaire, c'était pour lui assez normal, relativement. Mais qu'est-ce que personne n'a pas essayé de contredire Morano, parce qu'elle n'a pas dit race blanche, elle a dit la France c'est judo-chrétien et race blanche. Vous avez vu, judo-chrétien. Et ça, ce n'est pas gaulliste du tout. De Gaulle jamais n'a pas pensé qu'il vit dans une civilisation judo-chrétienne comme Zemmour et Finkielkraut. Et Morano. Mais Morano a dit civilisation judo-chrétienne. La France est judo-chrétien. De Gaulle, jamais dans la vie, n'aurait pas pensé qu'il vit dans une culture judo-chrétienne. Oh, il était très réticent en face des Juifs, comme vous savez très bien. Pas qu'il était un grand antisémite. Mais vous savez, comme un homme de droite à cette époque, des familles catholiques, conservateurs, c'était clair que le juif, surtout pas une civilisation judéo-chrétienne. Donc personne n'a pas fait des remarques à Morano. Mais ce n'est pas gaulliste dire judéo-chrétien aujourd'hui. Revenir à mon livre, c'est le premier chapitre que j'essaie de déconstruire l'idée de l'Europe. Et je prétends, j'essaie de prouver que la civilisation méditerranéenne, c'est une civilisation à part. Pas une partie du développement européen. Le fait que l'Europe, plus tard, c'est-à-dire après 1000 ans, vous devez savoir que dès 500 après Jésus-Christ jusqu'à 1500, il n'y avait pas cette continuité, Antiquité, Moyen-Âge et tout ça. C'était inventé au XVe siècle. Ça commence à être inventé. L'idée que l'Antiquité, c'est la première étape de développement historique de l'Europe.
Donc j'essaye, entrer en détail, montrer qu'une partie de ce bagage culturel très important gréco-romain est arrivé en Europe par le monde arabe, ou plutôt musulman. C'est-à-dire que l'islam a rempli ce rôle, si vous voulez, pendant presque 1000 ans, de conserver et transmettre une grande partie de la culture gréco-romaine aux Européens. Et seulement après la conquête de Toledo et plutôt de Cordova, que les Européens commencent à connaître vraiment des écrits de Platon et d'Aristote. Bon, ce n'est pas à la mode de dire ça aujourd'hui, mais c'est une partie de mon livre. Bon, s'il y a des questions encore, bon, la reste, c'est-à-dire il y a un autre chapitre qui critique sévèrement. Une autre étape de mes rencontres avec l'histoire, c'est l'école d'Annales. Et justement, les choses qu'on appelle l'histoire culturelle ou l'histoire des mentalités, etc. Comme j'étais un élève à l'école des hautes études, et j'étais un grand admirateur de mes professeurs à l'école des hautes études, donc j'ai fait une sorte de... Ici, je crache dans la soupe, parce que je même enseigné un peu à l'école. Un peu, pas de façon méchante. Et ici et là, politiquement méchant, oui. Parce que c'est très compliqué l'histoire des annales et les rôles. Et j'ai intitulé justement 7 chapitres « Échapper de la politique ». Et si vous voulez, j'ajoute une chose, 2 choses qui m'ont marqué à certains niveaux de mon développement face à l'école des hautes études, était que je travaillais beaucoup sur Bloch et Febvre dans l'année 30. Et j'ai découvert que, comme ils ont fondé leur grande périodique, qui s'appelle Les Annales, à la fin des années 20, et ça c'est incroyable que toutes ces années-là, cette revue en histoire, qui deviennent les revues principales de l'historiographie française, il n'y avait pas aucun article sur la Première Guerre mondiale. Vous pouvez imaginer, publier une périodique historique dans l'année 30, avant-gardiste, soi-disant non conformiste, avec aucun article sur la Première Guerre mondiale. Je commence avec ça, je termine avec, si vous vous souvenez, les gens ne savent pas, mais dans l'année 70 à 74, Pierre Nora et Jacques Le Goff ont publié 3 volumes qui ont marqué l'historiographie en France, avec, je crois, 70 articles sur n'importe quoi. Climat, cinéma, politique, mémoire, etc. Une grande fresque de tout le courant historiographique. 74, best-seller, un événement, pas seulement en France. Et vous pouvez imaginer, 74, 70 ou 15 articles sur l'histoire et qu'un article sur Vichy. Pour ne pas mentionner, et qu'un article sur la guerre d'Algérie. Le sommet de la historiographie française. Bon, je m'arrête là, j'essaie après prouver que l'histoire, sauf que c'est quelque chose très facile à prendre, ce n'est pas comme la philosophie, mathématiques, c'est la raison que je suis devenu historien. Les tâches principales, la raison que l'histoire est devenue un métier tellement important dans tous les lycées, collèges et écoles, c'est avant tout remplir ces tâches de construire une histoire nationale. Pour former des nations, ce n'est pas suffisant la langue, ce n'est pas suffisant l'ennemi, toujours il faut un ennemi pour construire une nation, il faut aussi un passé imaginaire. Et voilà, le fait que je pourrais gagner ma vie et encore avoir une pension de retraite, l'histoire, c'est parce que l'histoire sert à l'idée d'État-nation. Ça, c'est la conclusion, si vous voulez, de mon livre. Je m'arrête ici sur le livre. Si vous voulez, vous avez une question? Oui. Très, très fort. Il y a un micro. Il faut prendre le micro. La question vient directement par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on considère que les États-nations sont formés, pourquoi on assiste encore aujourd'hui à cette instrumentalisation de l'histoire? Un exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle André Pichot et qui a écrit sur l'eugénisme
et des choses fondamentales qui montrent que tous les éléments du nazisme étaient là en 1900 en Allemagne, c'est-à-dire 30 ans avant l'arrivée de Hitler, et c'est absolument pas repris dans l'historiographie officielle. Bon, le titre est Crépuscule, pas la fin. Crépuscule. Hein. Et Crépuscule dans le monde occidental, quand on a formé déjà des États-nations. C'est-à-dire, les nations jamais ne sont pas complètes, hein, parfaites. Mais les grandes tâches de former des nations est terminée dans l'Occident. C'est la raison aujourd'hui que dans les programmes des écoles, on a des problèmes. On ne sait pas nulle part, ni à Californie, ni à Paris, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux élèves. Tous les débats aujourd'hui. Parfois, je m'amuse avec l'argument de ces débats. C'est incroyable. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut enseigner parce que vous devez savoir, le passé est illimité. On peut enseigner n'importe quoi. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir pour enseigner? Personne ne sait pas. Et surtout, et c'est important, comme je dis que l'histoire comme métier, comme discipline, a servi toujours certaines tâches politiques très importantes dans la modernisation de l'État moderne, c'est la nation. C'était un service très, très important. Ce service a fait que écrire l'histoire était toujours fait avec un avenir. On ne s'intéresse pas vraiment au passé sans une vision d'avenir. C'est-à-dire, tant que l'histoire était nationale, même avec les versions sociales, marxisant nationales, etc., toujours il y a une vision d'avenir. On ne peut pas choisir un sujet, ou plutôt construire un sujet en histoire sans certaines idéologies. Ça veut dire une vision d'avenir. Et nous sommes aujourd'hui dans un état très problématique au point de vue des capacités de construire certains avenirs. On peut avoir des jugements très critiques sur le présent, très critiques sur la représentation des passés, mais il y a un problème. Et je crois que chacun qui pense sur ça, ou chacun qui a des enfants, sait qu'il y a un problème. On construit le passé avec une vision d'avenir. Et comme il y a une crise de vision d'avenir, je ne sais pas combien de temps, l'idée de l'avenir de la nation n'était pas remplacée vraiment avec une autre vision universaliste, fort, dans le monde occidental. Le contraire. Et j'ai dit ça il y a beaucoup de monde qui croit qu'on peut conduire des voitures seulement avec les rétroviseurs. Je donne les métaphores dans le début de mon livre. J'ai dit que le pare-brise est très très sale. On ne voit rien de tout aujourd'hui. On est dans une voiture qui glisse. Le pare-brise est plein de saleté. Staline, Mao, Castro ont volé les comment dire? Les essuie-glaces. Ils ont volé les essuie-glaces et il y a plein de saleté. On ne voit pas. Donc il y a beaucoup de gens comme Zemmour, Finkielkraut, etc. qui croient qu'on peut conduire la voiture avec des rétroviseurs. C'est catastrophique. Et une fois, je dis à mes élèves, vous devez inventer de nouveaux essuie-glaces. Et soudain, une étudiante s'est levée, elle dit, non, monsieur, professeur, il faut les casser. Les pare-brises, il faut les casser. Voilà. Je vous avais répondu. On passe peut-être au... Une chose plus sérieuse? Non. Oui, dernière question sur ce sujet, parce qu'après, on va dire que je suis venu pour vendre un livre. Non, je voudrais aller un peu plus loin. Dans l'avenir. Vers l'arrière. Oui. À partir de ce qui se passe actuellement, le clivage entre Occident, Europe orthodoxe, Afrique, Chine, etc. Je ne suis pas historien, mais il se trouve que j'ai travaillé avec un archéologue français, Margueron, qui a travaillé sur une période de 4000 ans dans ce qu'on appelle l'ère araméenne.
Et puis, un mathématicien connaissant parfaitement les langues anciennes, qui s'appelle Perrier, et qui a travaillé, entre autres, sur l'expansion du christianisme pendant le 1er et le 2e siècle. Or, il apparaît, d'après ce qu'ils disent, que ce que nous savons actuellement et ce que nous défendons sur un Occident qui est l'universalisme, qui est la science bien sûr, mais qui est l'universalisme, a été construit à partir de l'Empire romain qui n'a pas pu envahir cette ère culturelle araméenne jusqu'au bout, a fait un mur et n'a pris qu'une partie de cette culture araméenne pour se lancer dans le domaine de la rationalité. Donc le retour en arrière, peut-être, est-ce qu'il serait utile de le faire un peu plus loin? Et très vite, c'est-à-dire, pour moi, l'histoire commence à Sumer. Dans mon livre, il y a 3 civilisations. Les civilisations, pas méditerranéennes, des Sumers babylons, les civilisations méditerranéennes et les civilisations européennes. C'est 3 civilisations différentes. Et si vous voulez, l'Antiquité, les choses qu'on appelle l'Antiquité gréco-romaine, c'est plutôt le Moyen-Âge, entre les 2 civilisations. C'est ça le début du livre. Donc, je ne veux pas élargir maintenant, parce que c'est trop spécifique, d'accord? Donc, je commence mon histoire avec les Sumériens. C'est ça le début de civilisation, c'est ça le début de la déchiffrement de la nature. Le travail humain commence là-bas, pas en Méditerranée et pas en Europe. Le dévoilement de la terre, ça commence là-bas. Les raisons, je n'entre pas, sont un peu matérialistes, trop matérialistes pour cette audience très intellectuelle. Personne n'était pas paysan ici, non? Personne? Il n'y a pas de paysans. Donc il faut... Ah oui, donc parce que le début, il faut être un peu... avoir une certaine connaissance du monde, de la terre et des paysans pour comprendre le début du livre. Mais je ne veux pas entrer plus profond. Pour revenir maintenant sur les choses, justement, très malheureuses, très pénibles, qui s'appellent le conflit israélo-palestinien. Vous voulez poser une question que je me lance? Vas-y, pourquoi il y a cette radicalisation Radicalisation. Donc, ce n'est pas exactement une radicalisation des pouvoirs politiques. Il faut commencer peut-être avec une question pour comprendre la situation actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection? Vous vous souvenez, il y avait des élections en Israël et tout le monde était sûr que voilà, la politique de Bibi Netanyahu est terminée. Pas seulement le fait qu'il n'y a pas aucun changement dans le rapport Israël-Palestine, mais surtout à cause des conditions économiques, socio-économiques en Israël. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes degrés de chômage comme en France. Mais la situation économique en Israël est très grave. Dans quel sens? C'est-à-dire les salaires sont plus bas qu'ici. Et c'est une des raisons qu'il n'y a pas un chômage comme ici. C'est une des raisons que les salaires sont très très bas. La possibilité d'acheter des appartements pour le couple devient impossible. Et il y avait, si vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, de grandes révoltes socio-économiques. Déjà? Oh, on vieillit vite. 4 ans, 3 ans et demi, il y avait des grandes manifs, des grandes protestations sociales. Et voilà, les partis travaillistes qui voulaient se bâtir sur cette protestation sociale a changé les noms, a changé les coalitions internes de la gauche sioniste. Et le titre des partis travaillistes aujourd'hui, le nom est Camp sioniste. La gauche en Israël s'appelle Camp sioniste. Et il y a 1 ou 2 palestino-israéliens dans cette camp sioniste. Voilà, donc il y a l'élection. Et tout le monde est sûr qu'au moins à cause des raisons socio-économiques, c'est la fin de la régime de Bibi Netanyahu. Mais, surprise générale, Bibi Netanyahu gagne l'élection. Et c'est rare dans ces conditions socio-économiques qu'un chef d'État continue sa mission.
tout le monde était avec une surprise fantastique, incroyable. Vous savez, toutes les statistiques étaient fausses, tous les sondages étaient faux. On était sûr que c'est fini pour Bibi Netanyahu. Et voilà, il est élu avec une large majorité de son parti. La question, pourquoi? Est-ce que les Israéliens sont bêtes comme tout le monde? Non. Pas qu'ils sont très intelligents. Mais vous savez que les réactions de l'intelligentsia israélienne face à l'élection étaient quelque chose que je peux devenir bizarre, c'est-à-dire une déception profonde. On a perdu le peuple, on a perdu l'histoire, on a perdu tout. C'est-à-dire, la gauche sioniste a senti, surtout les branches intellectuelles, que c'est la fin du monde. Voilà, Israël va devenir un état de catastrophe, etc. Donc, les critiques contre Bibi Netanyahu étaient très fortes. Et moi, j'ai trouvé à cette époque que la plupart des explications sur les victoires de Bibi Netanyahu ne sont pas assez claires et n'est pas justes. C'est vrai que Bibi Netanyahu mène une politique, comme on dit, antipopulaire, c'est-à-dire dure au point de vue économique. Mais pourquoi il était élu? J'ai publié un petit article dans la Haaretz, immédiatement après l'élection, que j'ai expliqué qu'en histoire moderne, et pas seulement moderne, mais surtout moderne, la politique, c'est une expression des nécessités, des besoins, des intérêts économiques, socio-économiques, c'est sûr. Mais jamais ces intérêts, ces besoins, cette expression politique ne sont pas une expression purement et simplement des intérêts économiques ou socio-économiques. Je crois qu'il y a un niveau de politique que j'appelle identitaire qui pèse pas moins sur le choix des électeurs dans la démocratie libérale moderne, ou ethnocratie en cas d'Israël, ethnocratie libérale moderne. Parce qu'Israël n'est pas vraiment une démocratie. Donc, je me demandais, un point de vue de politique identitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez que la majorité écrasante des Juifs d'origine, je ne sais pas si à Paris je peux dire orientale, ce n'est pas des Chinois, oui, pas des Vietnamiens. Les Juifs d'origine, on appelle en Israël séfarades, mais je n'appelle pas séfarades parce qu'ils ne sont pas d'Espagne. Et j'appelle les Juifs orientaux, plutôt. Ça aussi, c'est très marrant de dire Juifs orientaux parce qu'ils viennent de l'Occident, de Maghreb. En arabe, c'est Occident. Hein? Mais c'est des Juifs arabes, au fond. Non, c'est des descendants des Juifs arabes. Et c'est ça les clés. D'ailleurs, arabes et berbères. N'oublie pas qu'une grande partie des Maghrébins d'origine juive sont berbères et pas arabes. Et aussi les Iraniens ne sont pas arabes. Il y a ici et là. Mais la majorité sont des Arabes juifs, pas juifs arabes. Et c'est intéressant que leurs descendants, c'est-à-dire ils sont venus en masse dans les années 50 avec, vous savez, la décolonisation. Je n'entre pas dans l'histoire. Et toujours, la droite israélienne, déjà Begin dans les années 50, a eu une politique, il aussi était un juif dit Ashkenaz, ça veut dire juif polonais, et comment polonais. Et il y avait une politique identitaire pour la droite israélienne très intéressante. Comme dans la gauche, et c'est très important à comprendre, la gauche sioniste, l'avant-garde qui a créé la société israélienne, était plutôt athée, extrêmement athée. Ceux qui ont construit les kibbutz, ceux qui ont pris la terre, ceux qui ont fait les vraies colonisations avant 1948, étaient, si vous voulez, des sionistes athées. Exprès, je n'ai pas dit laïcs. Vous savez que même eux, qui étaient très athées, Ben-Gurion n'a pas cru à un dieu juif. À la fin de sa vie, il était un peu bouddhiste même. Mais ils étaient athées parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu va un jour faire revenir les Juifs sur la terre d'Israël. Il faut prendre le destin dans la main. Mais ils n'étaient pas laïcs parce qu'ils ne savaient pas comment définir un Juif sur les bases laïques. Donc ils ont mobilisé dès le début
la religion d'une façon instrumentale. Vous comprenez? Mais tout le monde savait qu'ils sont des athées, que comme ils font des fêtes, ce n'est pas vraiment avec tout le cœur. Au kibbutz, on fait des Pessah, vous savez, des Pâques. On a fait avec des nouveaux textes, des Haggadah, très, très athées, très socialistes parfois, très marxistes. Il y avait un sentiment profond, on savait qu'ils ne sont pas sérieux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas couvert leur tête avec des kippas. Par contre, et ça c'est intéressant, la droite israélienne, dès le début, est un groupe plus proche de la tradition. Il n'a pas eu d'hésitation de se déguiser comme religieux et faire des gestes en face de ces masses qui deviennent des mondes arabes et musulmans, qui sont plus proches justement de la vieille religion juive. Donc Begin, qui était aussi assez athée, pas comme moi, mais assez athée et laïque, il a toujours, dès le début de son campagne dans les années 50, a fait des gestes envers justement la religion juive. Et il a créé plus de confiance, au juste titre, parce qu'il était relativement moins laïque et moins athée, et il a récupéré une grande partie de ces émigrants qui ont venu du monde arabe. À 77-18, avec les grandes victoires de la droite, c'était clair qu'une grande branche de cette population d'origine, c'est-à-dire cette population des descendants des Arabes juifs, parce qu'ils sont déjà israéliens, une grande partie ne parle pas arabe aujourd'hui. Mais ils ont voté pour Begin. 4 sur 5. Hein? 4 sur 5. 4 sur 5 ont voté pour la droite. Même que leurs conditions socio-économiques étaient toujours pires. C'est-à-dire, si on veut le comparer, c'est comme les anciens ouvriers communistes ici en France. Ces branches, si vous voulez, qui ont voté toujours à droite, avant que Le Pen apparût en Israël. Bibi Netanyahu. Donc, je voulais dire comme ça, la victoire de la droite à la fin des années 70 était très importante. Parce que cette masse d'Arabes juifs et leurs descendants ont senti que l'État est plus à eux. Les années 80, les années 90, il y avait un peu de changement. Rabin était élu sur les conjonctures de l'intifada, la première intifada. Vous savez, la gauche est arrivée au pouvoir. La gauche a quitté le pouvoir en 2000, justement parce qu'il ne savait pas comment régler rien du tout. Et voilà, Bibi Netanyahu, Sharon et après Bibi Netanyahu retournent au pouvoir. Et les dernières victoires électorales l'année dernière de Benjamin Netanyahu, on a pensé que ce besoin identitaire, c'est-à-dire confirmer qu'on est juif et pas israélien, et c'est très important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je crois qu'une grande partie de cette population d'origine arabo-juive ont peur de la gauche. Ils ont peur de la gauche parce que sous le drapeau de la gauche, il y a une égalité, une volonté déclarée de, de faire la paix avec les Palestiniens, tout ça. Il y a une grande inquiétude de la part des Arabes juifs et de leurs descendants de ne pas être égaux avec les Arabes locaux. Et comme une grande partie était arabe, vous devez savoir, en venant comme émigrants en Israël, une des choses importantes était distinguer. Et il faut comprendre dans la politique identitaire, la distinction est peut-être la règle des jeu. C'est un peu le réflexe du petit blanc aux États-Unis. Pareil, par le réflexe, vous savez que vous trouvez chez les pieds noirs les mêmes, un peu différemment, les pieds noirs aussi les mêmes réflexes. Et là-bas, c'est pire que les pieds noirs, dans le sens qu'ils ont parlé en début, dans l'année 50, ils ont parlé arabe. Chacun, aujourd'hui, que je parle, il sait que ses parents ont parlé arabe. Et c'est très intéressant dans les comportements. Et à la maison, ils ont parlé arabe. En sortant, c'était interdit. J'ai commencé à comprendre cette politique identitaire très tôt. Pas parce que j'étais très sage. Dans l'armée, je me souviens être dans le service militaire, une petite tante avec une amie qui était d'origine irakienne, juif irakien.
Les soirs, c'était encore vers la fin des années 60. Il m'a demandé s'il peut écouter dans les transistors Kaltoum. À cette époque, il n'y avait pas encore des écouteurs. Vous ne vous souvenez pas, les vieux se souviennent. Il y avait des transistors déjà, il a eu un transistor, mais il n'y a pas cet écouteur. Donc, il m'a demandé s'il peut, pour s'endormir, écouter Kaltoum, si ça me dérange ou non. Je lui ai dit que Kaltoum ne dit rien, mais ça ne me dérange pas. Donc, il m'a dit, ne raconte pas à des amis, des autres soldats, que j'écoute Kaltoum. C'est les clés de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'élection de Bibi Netanyahu et les radicalisations que je vais expliquer maintenant. Vous devez comprendre, la distinction dans la politique n'est pas moins importante, ça dépend de l'époque, ça dépend des sortes de crises, que des autres, triggers de la politique moderne, déclencheurs de la politique moderne. Il ne faut pas être bourdésien pour comprendre quel rôle la distinction peut jouer dans les choix politiques. Et cette masse a choisi de ne pas être arabe parce que les Arabes ne sont pas privilégiés, ils voulaient être privilégiés comme tous les Juifs. Ils ont eu peur de la gauche qui déclare un peu sur l'égalité, etc. Donc c'était plus sûr voter pour la droite. Et je crois que c'est cette tendance très importante de garder, et surtout il y a un autre développement Israël très important. Les Palestino-Israéliens, et c'est ça qui est soi-disant un paradoxe, parce qu'il n'y a pas de paradoxe, mais soi-disant un paradoxe, devient dans ce processus plus en plus israélien dans leur culture, pas dans leur conscience politique. Pas toujours la culture, c'est une base de conscience politique. Donc, les Palestino-Israéliens, mes étudiants actuels, savent l'hébreu parfois mieux que moi. Les parents ne savaient pas. Mahmoud Avish savait parce que, il était poète et il a travaillé beaucoup sur la langue. Mais en général, la génération de Mahmoud Avish ne savait pas très bien l'hébreu. Aujourd'hui, les étudiants palestino-israéliens et aussi les ouvriers palestino-israéliens savent parfaitement l'hébreu. Parfois, ils parlent mieux que beaucoup de descendants d'arabo-juifs. Ça, c'est une menace. Est-ce que vous comprenez ça? Surtout que ces Palestino-Israéliens ne sont pas vraiment dans le corps ethnocentrique israélien. Donc, un descendant des Arabes ne veut pas être traité comme Palestinien. Et c'est un danger. Les Palestino-Israéliens, c'est un vrai danger pour lui. Et voilà. Qui peut assurer? C'est la droite et surtout Bibi Netanyahu. Déjà, dans les années 90, c'était publié qu'il a murmuré devant un grand rabbin séfarade en Israël, à propos de la gauche, ils ne sont pas vraiment juifs. Après, c'était publié, il voulait que ce sera écouté. Dans la dernière élection, il était allé un peu plus loin. La dernière minute, comme il était désespéré, il a pensé qu'il va perdre l'élection. Donc, il a fait cette fameuse déclaration très importante que les Arabes vont en masse voter. Et ça sonnait bien. C'est difficile à savoir à quel degré, mais ça sonnait bien. Les Arabes descendent là pour voter. Et il a mobilisé justement tous ces descendants juifs arabes qui vivent dans la misère, qui souffrent beaucoup de l'économie israélienne. Le jour même du vote. Oui. Ils ont voté pour lui. Maintenant, Bibi Netanyahu, ce n'est pas Sharon, parce qu'il est un lâche, un petit démagogue, sans ossature, mais très dangereux à cause de ça. Il peut être très dangereux à cause de ça. Et il reflète justement les tendances. Maintenant, la dernière importante question est la radicalisation. Il était élu, si vous voulez, sur une base électorale pas claire du tout, parce que d'un côté, il a déclaré une fois qu'il accepte 2 États, mais tout le monde sait que l'idée d'État palestinien à côté d'Israël est insupportable pour lui, et il prouve ça chaque semaine, chaque mois avec les colonisations. On ne peut pas être pour 2 États, pour un compromis historique, et continuer à supporter la colonisation. Et aussi, les membres de ces gouvernements sont beaucoup plus radicaux que lui. C'est ça la situation de base pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Israël aujourd'hui.
Donc, aucune volonté de marcher vers un compromis. Maintenant, la question est, est-ce qu'il y a une politique israélienne? Non. Mais comme on ne reste pas sur place, la traduction quotidienne doit être une radicalisation, surtout qu'à droite de Bibi Netanyahu, il y a des gens qui plus en plus, continuent la colonisation, supportent les colons, supportent l'oppression des Palestiniens, essayent d'émerder plus en plus la vie des Palestiniens. Et la dernière mois, ils ont même pensé qu'il faut toucher à Al-Aqsa. Et ici, je veux ouvrir un autre chapitre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous devez savoir, membres du Parlement israélien sont montés sur Al-Aqsa, comme Sharon, qui était aussi malin. Il a monté à 2000 à Al-Aqsa pour avoir ce soutien. Maintenant, on entre ici sur la grande question, est-ce que le monde devient religieux? Vous savez, il y a plein d'essais qui parlent, la région revient, etc. Je suis entre ceux qui ne pensent pas que la religion revient vraiment, c'est-à-dire la religion historique qu'on connaît. C'est-à-dire, même Daesh, pour moi, ce n'est pas une perversion religieuse en soi. La plupart des mouvements sociaux et politiques, pas seulement dans le monde arabe, aussi en Inde, qui sont aujourd'hui, cherchent des synthèses, des nouvelles synthèses entre l'idée nationale et l'idée religieuse. C'est-à-dire, plutôt que retour de religion, je crois que c'est de nouvelles synthèses entre les éléments religieux et éléments nationaux. Ça ne veut dire pas que les gens sont plus croyants qu'hier. C'est ça que je voulais souligner. C'est-à-dire le contraire. Je crois qu'à certaine façon, ils croient moins en Dieu et ils savent très bien que le destin est dans leurs mains. C'est-à-dire cet activisme, si vous voulez, dans le monde musulman d'un côté, chez les sionistes de l'autre côté, remplace toutes les synthèses historiques qui étaient faites dans le monde hors de l'Occident, hors d'Europe. Vous devez savoir, le XXe siècle, les mouvements nationaux toujours étaient en symbiose avec des idées sociales ou socialistes. Partout. De Nehru jusqu'à Nasser, de Viet Cong jusqu'à l'FLN. Toujours, il y avait des symbioses entre les idées nationales et les idées sociales et même socialistes. On ne pourrait pas mobiliser les masses sans les idées socialistes ou sociales. Les phases nationales en Europe n'ont pas eu besoin de cette synthèse, mais hors de l'Europe, presque tous les mouvements nationaux étaient une sorte de symbiose avec les idées sociales et socialistes. D'ailleurs, un des premiers mouvements nationaux qui a fait cette symbiose, c'est le sionisme. Le sionisme, c'est le premier mouvement national colonialiste qui a fait la symbiose entre les visions socialistes et les visions nationales. Nous savons très bien qu'à partir des années 70, il y a une crise profonde partout de cette expression, de cette synthèse entre nationalisme. Comme je dis, nationalisme, ce n'est pas dans le sens négatif. J'utilise ça comme en anglais. Hein? Vous comprenez? Donc, toutes les symbioses, je peux dire national-socialiste, nationaliste, socialiste, nasserisme, ba'athisme, tout ça, ont échoué avec leur synthèse à cause que, vous savez, ils ont devenu au pouvoir, ils se montraient avec des corruptions terribles. Presque tous les régimes. Avant de bâtir d'État national, ils ont corrompu tous les appareils des mouvements nationaux, ils l'ont corrompu complètement. J'ai un ami palestinien que j'ai dédié le premier livre, il m'a dit que je m'excuse de dire ça, mais je l'ai attendu après des autres jeunes palestiniens. Tous les mouvements nationaux qui étaient arrivés au pouvoir ont commencé à être très corrupteurs. Nous sommes les seuls mouvements nationaux qui ont vu qu'on a commencé à développer la corruption avant d'arriver au pouvoir. Mais je ne vais pas développer, je suis mal placé de critiquer les Palestiniens, vous pouvez imaginer, parce que c'est une partie d'analyse que je vais faire, mais je ne veux pas toucher ça.
parce que je suis mal placé, d'accord, pour critiquer le mouvement national palestinien, surtout les dernières semaines, les choses qui passent. Si vous allez me pousser dans les questions, je serai ravi. Mais moi, je ne vais pas dire. Revenir sur la question de cette symbiose nouvelle qui remplace les symbioses ou les synthèses entre nationalisme et socialisme, c'est le nationalisme une sorte de religion. C'est partout. On croit dans cette phase que cette symbiose, au moins, la première phase, les leaders sont moins corrompus. C'est-à-dire les leaders de Hamas, les leaders des autres mouvements, même relativement, vous ne pouvez pas comparer les corruptions des frères musulmans et les corruptions de Moubarak. Je m'excuse. Je ne suis pas un adepte de frères musulmans égyptiens, mais les degrés de corruption, je sais que vous êtes laïque et vous avez un sympa vers Moubarak et tout ça, et débattre, etc. Mais moi, non. Moi, je pense que justement, ils ont proposé beaucoup d'alternatives et je ne crois pas qu'ils vont réussir. Mais il y a deux courants dans le monde musulman. C'est une des courants national islamistes musulmans, comme les frères musulmans, comme Hamas et des autres mouvements, et une autre courant djihadiste. Je ne mêle pas les deux d'ailleurs. C'est très important à comprendre. Je ne mêle pas les deux. Je crois que justement, comme en Algérie dans le début des années 90, faire échouer les synthèses islamo-nationales fait naître des terreurs incroyables. Et c'est pareil en Égypte aujourd'hui. Pour revenir, le processus de synthèse entre religion et nation, nationalisme, se déroule aussi en Israël. Le vieux synthèse entre nationalisme et le socialisme éclairé qui a servi la colonisation de la terre de Palestine a terminé plus ou moins dans les années 70. On n'a pas eu besoin de cette force mentale colonisateur de la gauche sioniste. Il a rempli son tâche historique de coloniser la terre et les autres formes de la continuité de la colonisation après 67 ont pris une autre forme et les forces mentales pour aller en avant, coloniser la terre étaient plutôt avec une synthèse nationale ou religieuse. C'est la raison qu'à la télé, comme vous voyez aujourd'hui des colons, c'est toujours avec une kippa tricotée. Parce que mon grand-parent n'a pas eu de kippa tricotée. Ils ont eu une kippa noire comme ça, de tissu. Mais les colons, même l'expression esthétique était différente. Ils ont eu des kippas tricotées. Et ils deviennent les forces mobiles dans la colonisation de la terre. Leur auréole dans la société israélienne, c'est leur tâche. Cette tâche importante de continuer à coloniser la terre. Je conseille à chacun qui s'intéresse à la conflit israélo-palestinien, commencer avec une vision globale. Que la colonisation n'a pas commencé à 67, il a commencé à la fin du XIXe siècle. Pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le Cisjordanie, il faut savoir que c'est un processus de colonisation qui a commencé à la fin du XIXe siècle et continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des phases dans cette colonisation. Et il y a une continuité. Mon jugement de valeur n'est pas égal face à chaque phase, d'accord? Ni l'analyse politique, parce que je ne suis pas contre l'existence d'État d'Israël, même que je sais que c'est un pur fruit de colonisation. Et c'était fait et construit sur le compte des autres. Donc, il faut comprendre que c'est une suite de colonisation avec des phases différentes, avec des acteurs différents. Et voilà, comprendre la radicalisation aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres acteurs déjà 40 ans. Et ces acteurs jouent un rôle de modèle dans la société israélienne, très importante. Ils ont un pouvoir politique, et la droite sioniste et la gauche sioniste a toujours cédé. Rabin et Pérez ont toujours cédé en face de ce nouveau modèle colonisateur déjà dans les années 70. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le terme radicalisation est juste. C'est une continuation avec de nouveaux habits qui continuent.
malgré les accords de Oslo, malgré cette tentation de faire un compromis avec les Palestiniens. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Ah oui. Non, je voulais juste, avant qu'on donne la parole à nos amis, parce que... Bon. Mais il y a une chose qui me frappe dans ton discours, c'est que tout se passe à droite. Moi, j'aimerais bien savoir, notamment au moment des élections, du 17 mars, c'est ça, de cette année, s'il n'y a pas aussi une responsabilité absolument majeure de la gauche sioniste, qui est l'incapacité, et ça nous rappelle d'autres situations dans d'autres pays, à ouvrir une alternative. C'est-à-dire ce formidable mouvement de 2011, de l'été 2011, qui a quand même mis dans la rue 500 000 personnes, c'est-à-dire à l'échelle d'Israël, des foules considérables, comme si chez nous il y avait des millions de gens dans la rue, on aimerait bien. Il y avait, je suis Charlie. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est un autre débat. On pourrait y entrer. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas là quelque chose qui est au moins aussi important que la transformation de la droite sur la longue durée et de sa capacité, qui est encore une fois l'incapacité de la gauche israélienne à formuler, à bâtir et à défendre une alternative. Je rappelle à nos amis, puisque tu ne l'as pas dit, que la plateforme du camp sioniste, c'est-à-dire de ce qui était censé être la gauche ou le centre-gauche, ne mentionnait même pas la possibilité d'un État palestinien. C'est-à-dire on était très en retard sur ce que la gauche sioniste avait pu dire dans les années d'Oslo et d'après Oslo. Justement, quand vous m'arrêtez, je voulais me référer à l'accord de Oslo. À l'époque de l'accord de Oslo, j'étais pour Oslo, parce que je suis politiquement très modéré toujours. Ce n'est pas une blague. Donc, dès que c'est les faits que Rabin et Peres ont reconnu le mouvement national palestinien, je pleurais. Je me souviens le jour qu'ils ont... Vous savez, à Washington, à Washington, ils ont la main, j'ai pleuré comme un bébé. Mais et j'ai eu des amis qui ont dit non, c'est une bluff dans l'extrême gauche, comme les gauchistes, hein, toujours c'est comme ça. Aujourd'hui, je crois que j'ai eu tort et il a eu raison. Bon, les gauchistes ont raison toujours, c'est facile, il faut comprendre ça. Mais je voulais vous dire une chose importante. Rabin, le dernier discours qu'il a fait à la Knesset avant d'être assassiné, il a dit que jamais Jérusalem ne sera pas partagée, ni au point de vue de souveraineté, ni géographiquement. Jamais il ne va pas laisser les Jordanies, les régions, dans la main des Palestiniens. C'est moins important. Chez les politiciens, ils peuvent déclarer n'importe quoi. Vous devez savoir, un jour, j'étais avec le secrétaire, j'étais interviewé à la télé avec le secrétaire de Rabin, Eitan Haver. Donc, dans la conversation, pas devant les caméras, je lui ai demandé pourquoi, après l'assassinat de Baruch Goldstein, vous vous souvenez, à Hebron, un Américain, juif israélien, est entré et l'a tué 39, je crois. 29. Donc, je demandais à Eitan Haver pourquoi Rabin, et c'est justement le moment du processus de Oslo, n'a pas profité de la situation, parce que vraiment les sociétés israéliennes étaient en choc total. Parce que c'est des religieux, parce qu'ils étaient par terre, etc. Donc, il y avait un vrai choc. Je demandais à Eitan Haver pourquoi Rabin n'a pas décidé, fait les démarches presque impossibles d'évacuer les colonies juives qui se trouvent au milieu de la ville de Hebron, de Khalil. Donc, Eitan Haver m'a dit, on a pensé, on a discuté, on n'a pas osé. C'est peut-être été la dernière occasion de commencer une décolonisation de ces terres. Et je demandais, mais pourquoi vous n'avez pas osé? Il dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, on était très proches, mais on n'a pas osé. Arracher une communauté juive de la ancienne patrie juive biblique
était impossible même pour Rabin. D'ailleurs, la deuxième occasion d'arracher les premières colonies était avec l'assassinat. Pérez a pu faire ça. Le jour après l'assassinat, il n'a pas osé. Pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Et ici, il y a le grand problème des mythes. Parce que chaque personne israélienne rationnelle demande, on sait qu'il n'y a pas une solution. Nous voulons la terre, nous ne voulons pas les populations. Et nous ne voulons pas donner une citoyenneté à cette population. C'est déjà 50 ans qu'on occupe une population sans aucun droit politique, syndical, civique. Qu'est-ce qui se passe? Quelle sera la solution? Personne ne peut pas répondre. La gauche sioniste sait que c'est impossible de continuer comme ça. Ils sont ouverts vers le monde, ils lisent le monde, etc. Mais personne dans cette camp ne peut pas arracher une colonie. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'à partir de 7 ans, chaque Israélien, Rabin inclus, avant la constitution d'État, apprend la Bible comme livre d'histoire. Donc, Hebron, Jéricho, Bethléem, c'est comme pour vous, Orléans, ou Reims, ou... Jamais vous n'allez pas renoncer à Reims et Orléans, vous, non? Jamais. Vous allez, comme à 14, à la guerre, hein, si quelqu'un veut mettre en question l'appartenance de Reims. Ce n'est pas une blague. Hebron, même pour Rabin, rationnellement, il n'a pas aimé les colonies. Parce qu'ils sont incontrôlables, ils n'acceptent pas le pouvoir d'État, tout ça. Comme politicien, il n'a pas aimé. Mais il ne pourrait pas. Et je crois, je suis arrivé la dernière année. Vous devez savoir que j'étais toute mon carrière politique contre les boycotts. Je pensais que les boycotts n'est pas justifiable de tout Israël, pas des colonies, pas des produits des colonies. La dernière année, à cause des analyses que j'ai aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas avoir des changements de la part des sociétés israéliennes pour évacuer les territoires occupés. Ce n'est pas possible. Les choses que vous avez dites sur la gauche sioniste, que mentalement, il vit toujours de cette mythe show, il est déchiré avec rationalité politique, avec les mythes bibliques. Donc, je ne crois pas que si les camps sionistes étaient au pouvoir, ils pourraient faire un compromis avec les Palestiniens. C'est la raison que j'ai décidé que toute ma résistance en face des politiques de sanctions et de boycott était fausse. Si quelqu'un veut sauver Israël de soi-même, il doit joindre et faire pression. Je suis pour chaque pression sur Israël pour qu'il évacue tous les territoires occupés pour les frontières de 67, sauf le terreur. Et si quelqu'un ne soutient pas cette politique de boycott et de sanctions, il doit savoir que le terror va remplacer. Et ça va arriver. Pour le moment, c'est des terrors blancs. Les jeunes filles de 18 ans sautent avec des couteaux sur des soldats israéliens. Même pas des armes à feu. Mais si quelqu'un vraiment veut sauver Israël de soi-même et sauver les Palestiniens, il doit soutenir, à mon avis, politiquement, les boycotts à toutes les choses en Israël, sauf les farines, les médicaments. Je ne parlais pas sur ça. Parce que vous avez boycotté la Russie de Poutine, non? Ils ont annexé les Crimée, qui 2000 ans étaient dans les mains des Ukrainiens. 10 000 ans. Et les populations étaient pour l'Ukraine, contre la Russie, et quand même vous avez boycotté. C'est vrai ou non? C'est faux. Vous avez boycotté l'Iran, vous avez boycotté le Sud-Afrique. À mon avis, le seul politique valable aujourd'hui, c'est soutenir le boycott d'Israël actuellement. Et je suis désolé. Merci. Je confirme qu'il s'agit bien d'une position nouvelle de Shlomo, hein, je peux le dire, puisque c'était des discussions sur ce sujet depuis des années. Donc. Alors, à qui? Prenez le micro. Oui, voilà. Je reviens d'Israël et j'arrive à la même conclusion que vous, mais je crains malheureusement que ça soit encore plus
grave pour Israël, côté suicidaire de la politique de Netanyahou, avec ce qui se passe à 50 km de là, avec Daesh, ou même 10 km de là, avec Daesh, et également avec l'accord avec l'Iran, qui change beaucoup la donne. On assiste à une sorte de renversement des alliances, des part et d'autre, alors que les alliés traditionnels d'Israël, c'était plutôt les Turcs et les Iraniens. Maintenant, Israël s'allie plutôt avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et est en train de perdre son allié traditionnel qui est les États-Unis. Donc c'est encore plus suicidaire qu'avant. Merci. D'autres on va prendre plusieurs questions comme ça. Oui, c'est juste une question. Dans la radicalisation, même si vous n'aimez pas trop le terme, de la vie politique israélienne, quel est le rôle joué par le système électoral qui, en gros, donne une position d'arbitre à des petits partis extrémistes religieux notamment? Encore une ou deux questions? Deux questions. Quid des effets de la mondialisation néolibérale, d'une part. Ça correspond tout à fait au début des années 70, dont vous avez parlé, de cette radicalisation. Et quid de l'influence des néoconservateurs, américains en particulier. Merci. Voilà. Encore une question et on repasse la parole à Shlomo. Attendez, parce que là... Oui, rapidement. Vous avez posé déjà. Non? Ah, c'est notre. Allez-y. Oui, votre dernière position rejoint, je pense, celle de Naum Goldman il y a déjà une quarantaine d'années. Mais j'ai une double question sur ce que vous venez de dire. D'abord, l'instrumentalisation du religieux par le politique, qui, et on vient d'y faire allusion, et va de pair aussi bien en Arabie Saoudite, le wahhabisme, dont on voit le prolongement dans Daesh, et en Israël. Bon, évidemment, ce ne sont pas des alliances, mais implicitement, il y a le même phénomène d'instrumentalisation du religieux par le pouvoir. Comment expliquer cela et qu'est-ce qui fait que c'est justement cet axe est soutenu par des pays occidentaux, généralement? Première question. Deuxième question, concernant la responsabilité des Palestiniens. Je suis un militant palestinien depuis toujours. Qu'est-ce qui fait que les responsables palestiniens, à part la corruption ou l'aspect religieux, ne font pas le nécessaire pour mettre à plat les choses et, entre autres, dénoncer les accords d'Oslo? Oui. Je vais commencer. Bon, votre question était... Vous voulez porter sur le système électoral. Oui, je ne crois pas que c'est essentiel. Ce n'est pas la solution. Je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Et le modèle français, ce n'est pas le changement à la constitution de la 4e à 5e qui a changé, à mon avis, l'attitude face à l'Algérie, etc. Je ne crois pas. C'est-à-dire c'était la suite de ça. Donc, je ne suis pas contre, mais je ne crois pas que ça va résoudre quelque chose de tout. Ça, c'est une chose. Et il y avait les questions sur la... Rappelle. Ah oui, je crois que les modes de colonisation ont eu certains rapports avec si vous voulez, le fait qu'Israël est devenu un pays beaucoup moins étatiste et beaucoup plus marché libre, capitaliste. Il y a un rapport, mais il ne faut pas accuser le capitalisme ni israélien ni mondial sur le phénomène le fait qu'Israël ne veut pas se retirer des territoires occupés. Ce n'est pas le motif de profit qui fait Israël être colonialiste. D'ailleurs, ce n'était pas non plus dès le début. D'accord? Donc, je ne crois pas d'ailleurs que
la gauche sioniste était plus souple en face des questions de colonisation. Et aussi, quelque chose de très important. Bien sûr que je suis plus proche de la gauche sioniste. Et il y a beaucoup de mes amis qui sont dans la gauche sioniste. Et il y a des bons gars entre la gauche sioniste. Mais en profondeur pour comprendre les phénomènes historiquement. Je dis ça tout à l'heure à quelqu'un. Vous devez savoir, on a demandé à l'historien Howard Zinn, comme on traduit son livre très connu en hébreu, on lui a demandé, est-ce qu'en Israël on peut écrire un livre pareil? Donc, je ne savais pas que Howard Zinn connaît tellement bien les sociétés israéliennes. Il a dit non. Les traducteurs lui demandent pourquoi. Donc, il dit, en États-Unis, un État impérialiste, j'ai lutté toute ma vie contre le capitalisme, contre l'impérialisme, mais toujours il y avait des courants universalistes, des résistances en États-Unis. Il n'y a pas de courants universalistes en Israël. Il faut comprendre. La gauche sioniste, à l'époque glorieuse, qu'ils étaient un parti, ils étaient marxistes. Hein? La capitale était un livre de chevet à chaque kibbutz parfois. Beaucoup de kibbutz, pas tous les kibbutz. Est-ce que vous savez que jamais le kibbutz n'a pas accepté un membre arabe? Et je parle des années 20 jusqu'à l'année 70. C'est-à-dire maintenant, comme le kibbutz est en train de décomposer complètement, on a reçu certaines palestino-israéliennes, mais ce n'est pas un kibbutz, c'est fini. Mais le kibbutz, le fer de lance des colonisations, avec des marxistes, des socialistes de toutes les couleurs, jamais on n'a pas accepté un membre arabe. Et il y avait des cas que, vous savez, l'amour est parfois plus fort. Et il y avait des filles de kibbutz qui ont tombé amoureux des salariés palestiniens. Donc, ils ont amené la question à l'assemblée de kibbutz. Il y avait une discussion. Et cette socialiste de gauche, une sorte de mélanchonien à cette époque, même. Non, je ne rigole pas. Non, arabe ne peut pas être dedans. Donc, cette tradition universaliste n'existe pas en Israël, malheureusement. Et ceux qui étaient universalistes dans le processus de colonisation, plus tard, ont quitté. Et ils ont quitté Israël. Ça commence avec Léopold Trepper, je ne sais pas si vous connaissez, et se termine avec mon traducteur qui est ici dans la salle. Continuez. Il y avait encore. Je ne sais pas si j'étais clair. Je voudrais ajouter deux points. C'est tout à fait normal de n'accepter pas les Arabes dans les kibbutz. Parce que sinon, pourquoi vous êtes là-bas? Pour chasser les Arabes, pour chasser les Palestiniens. Non. Pas vous personnellement. Non. Si. Laissez-moi continuer. Et quand vous dites que la gauche ne pouvait jamais arracher les colonisations, il ne pouvait pas. Mais si il pouvait, s'il voulait, il ne voulait pas. C'est la terre promise pour les Juifs. Point final. Pas pour les Arabes, pas pour les Palestiniens. Je vais répondre vite parce qu'on a encore 10 minutes peut-être. Je voulais vous dire, les sionistes et les Juifs qui sont arrivés en Palestine ne sont pas arrivés pour chasser les Arabes. Ce n'est pas un dialogue, madame. Ils sont venus là-bas parce que l'Europe la crachait sur les Arabes. D'accord? Surtout l'Europe de l'Est. D'accord? Il est craché sur les Arabes. Vous comprenez? Je ne crois pas que les Juifs auraient émigré en Palestine sans les pogroms à la fin du 19e siècle et après sans tous les émerdements des nazis, des Vichy, etc. Donc, ils sont venus, ils ont poussé notre population. Pas qu'ils voulaient. Pour créer un État juif, il fallait faire ça sur les comptes des Arabes qui sont devenus palestiniens. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un désir involontaire. Même aujourd'hui, si vous voulez. Et c'est ça, une chose, le fait que je peux enseigner à l'université de Tel Aviv. Comment? Pas avec mes positions politiques, avec mes positions théoriques et idéologiques sur le processus de colonisation. Comment on me laisse enseigner? Donc, c'est un débat à part, mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de tradition universaliste qu'on peut se baser pour l'avenir d'Israël. Et comme c'est une société
très hédoniste, très matérialiste, plus que l'Iranien, plus que le Russe, je suis sûr que si Israël ne pourrait pas importer des télé plasma plus de 23 inches, tous ces gens qui pensent que Hebron est juif autrefois, sans certaines voitures, sans que les joueurs israéliens pourraient jouer dans le football européen, croyez-moi, l'être humain n'est pas complètement méchant. Il faut comprendre ça. Et il y a des intérêts parfois, hédonistes, matérialistes, et les sociétés israéliennes, c'est une société très, très hédoniste, matérialiste, même un peu plus que la France. Nous sommes très américanisés, d'accord? Donc, je crois qu'une boycott, une sanction sera dure en début, avec des réactions terribles, perverses, mais à la longue, je ne crois pas qu'une autre politique pour résoudre ce conflit, qui est le plus long conflit de la modernité. Et c'est 50 ans d'occupation. Vous pouvez imaginer, vous avez eu 4 ans ici, sous Vichy, non? 4 ans. Et vous ne cessez pas de parler sur ça. Françoise? Question alors sur l'attitude d'Israël vis-à-vis du conflit en Syrie. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que Israël s'est plus ou moins allié avec des islamistes du front Al-Nosra qui ont été accueillis, aidés en Israël. Alors quel serait l'intérêt pour Israël d'avoir un régime islamiste en Syrie? Et aujourd'hui, il y a un article, première page dans la Haaretz, qui dit le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un grand intérêt à Israël avec les Russes. Vous avez vu ça? Donc, vous savez, sur la Syrie, je ne veux pas développer maintenant une analyse, etc. C'est très compliqué, ce sera très long, donc je préfère de ne pas entrer. Israël sera à côté de ceux qui vont les servir. Ça peut être les Russes, ça peut être les islamistes, et pareil les autres d'ailleurs. Je ne crois pas que la France et les États-Unis est différent. Donc, en principe, si vous voulez, oui, je suis pour la non-ingérence dans les affaires syriennes, surtout qu'on ne montre pas les résultats des frappes, ni russes, ni françaises sur la population. Et qu'une image, on n'a pas. Et ce n'est pas seulement des combattants qui sont devant les avions. C'est des enfants, des femmes, vous devez savoir ça. Et ça complique la vie, mais c'est un sujet différent que je ne veux pas entrer. Ce qui est clair, en tout cas, je pense, Shlomo, c'est que depuis le début, Israël a considéré que Bachar était son meilleur ennemi. Et donc, il y a eu une attitude extrêmement prudente. La seule chose qu'Israël a faite, c'est d'attaquer à plusieurs reprises des livraisons d'armes pour le Hezbollah, pour bien montrer qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Mais sinon, on est... je ne dis pas un soutien à Bachar, mais une réserve, disons, plutôt favorable à Bachar. Et quand on connaît l'histoire des Assad, il n'y a rien d'étonnant, parce qu'ils ont toujours fait ce que les Israéliens voulaient, y compris les laisser passer au Liban sans combattre, y compris aller intervenir à Tal al-Zatar en 1976, du côté des Maronites qui étaient les alliés d'Israël. Bref, on s'entend plutôt bien de ce côté-là. D'autres questions ? Oui, je voudrais vous poser une question. Au vu de ce que vous dites sur la colonisation d'Israël qui date du début du XXe siècle, même peut-être un peu avant, pourquoi est-ce que vous-même et d'autres intellectuels de gauche, pourquoi n'êtes-vous pas contre l'existence de l'État d'Israël ? J'ai répondu j'ai pas longtemps avec... C'est 6 ans que je réponds sur cette question. Pourquoi je suis tellement modéré? Même qu'on ne m'aime pas ici les lobbies pro-sionistes à Paris, je suis très modéré. Je suis toujours pour la solution de 2 États, même que je ne crois pas trop, mais je soutiens. Pourquoi je ne crois pas qu'il faut mettre en question pour plusieurs raisons. Des principes et aussi des pragmatiques. J'ai répété cette métaphore que j'ai dit que même un enfant qui était né d'un viol, et je crois que la colonisation de Palestine était un viol, un enfant qui était né a le droit de vivre. Bon, ce n'est pas les métaphores les plus brillantes que j'ai inventées, mais, et ça c'est important,
je crois que le sionisme a réussi à créer là-bas une société, si vous voulez, qui n'est pas comme les classes blanches dans le Sud-Afrique. Ce n'est pas une société qui vit sur les comptes socio-économiques, sur les comptes des Palestiniens. Ils ont préféré toujours chasser les Palestiniens, ne les pas exploiter. Vous comprenez? Donc, il y a là-bas une société de classes, il y a une culture israélienne. Ça veut dire, il y a beaucoup de malheur avec tout ça, mais c'est un fait. Vous n'êtes pas pour détruire les États-Unis parce que c'est un fruit de colonisation. Vous n'êtes pas pour détruire l'Australie parce que c'est un fruit de colonisation. Et en États-Unis, plus brutal, avec le génocide. Je dis que c'est un fait historique, si vous voulez, qu'on ne peut pas aller en arrière sans créer de nouvelles tragédies. D'accord? Et un point de vue pragmatique, je crois que si vous mettez en question, pas les droits historiques des Juifs sur la terre, parce que je faisais ça les dernières 10 ans sans cesse, mais mettre en question l'existence d'Israël, vous allez perdre de tous les niveaux. Et ce ne sera pas juste moralement. D'accord? Leïla? Oui, moi aussi je suis pour le bébé qui doit continuer à vivre. Sauf qu'il évite ses parents. Oui, non, il faudrait qu'il soit une nouvelle génération. Merci Shlomo, parce que je voudrais parler un peu de comment, par rapport à tout ce que tu viens nous dire, sur les deux sujets, ça veut dire la lecture des différentes phases de l'histoire et est-ce que l'histoire est vraiment aussi une autre manière de créer des légendes, et sur la radicalisation, deux thèmes qui sont très importants à la lumière de ce que nous vivons ces derniers temps, je dirais ces dernières années qui sont assez graves pour nous tous. Je trouve que tu mets une lumière très intéressante et très nouvelle. Et je vois beaucoup de relations entre les deux sujets. Mais je voudrais dire qu'en particulier sur le sujet de l'analyse de ce qui fait fonctionner la société israélienne, c'est la première fois qu'au-delà du critère culturel, je trouve que ton analyse sur la signification politique de l'orientalité et de ce que tu appelles la politique identitaire des campagnes d'élection, et pas seulement les conditions économiques. Eh bien, en t'écoutant, soudain, je réalisais combien en Europe, on ne comprend pas la société israélienne. Parce qu'ils sont persuadés que c'est comme la société européenne, que lorsqu'il y a du chômage, on perd le pouvoir, et lorsqu'il y a croissance, on gagne le pouvoir. Et si on continue à appliquer ces critères qui sont des critères européens, on ne comprend pas Israël. Alors j'espère que tu vas nous faire un livre sur, pas seulement l'histoire, mais sur la radicalisation et ses raisons réelles. Je voulais vous dire une chose. À la fin d'article que j'ai publié sur la politique identitaire qui a fait élire Bibi Netanyahu, j'ai terminé avec les questions. Pourquoi ces descendants des Juifs arabes, qui sont des descendants des Arabes, pourquoi ils ne font pas élire les shérifs, c'est-à-dire les leaders d'Israël, jamais ils ne font pas élire une orientaliste? Et je réponds parce qu'ils n'ont pas confiance aux Arabes. Je voulais commencer à venir ici, et il n'y avait pas, je voulais projeter sur le mur une réponse à la question de Dominique pour la radicalisation. Il y avait cette semaine une photo qui était publiée dans le journal israélien d'un groupe de soldats israéliens avec l'uniforme et les grandes mitraillettes, comme ça, les grandes, hein, pas des petites, pas de Uzi, des grandes mitraillettes. Ils étaient, je crois, quelque chose comme 15 ou 20. Quelqu'un a vu cette photo? Non? On peut la trouver dans l'internet. Une photo qui s'expose comme ça, 16 ou 20, je ne sais pas. Israéliens, soldats avec des uniformes et mitraillettes. Tout le monde a fait autour de ses mains, ils ont mis des tefilines. Ça, vous savez qu'est-ce que ça? C'était des tefilines. Donc ils étaient comme ça, avec des mitraillettes, tous avec les petites et des tefilines. C'était une photo de groupe. Je voulais les projeter ici, que c'est une réponse à la question. Avec les sionistes, laïcs, un peu athées, un peu, une chose importante, ils étaient plus ou moins rationnels face au mythe. Aujourd'hui, nous sommes en phase que d'en bas et d'en haut, il y a une sorte de cette symbiose entre religions nationales qui est moins ou moins rationnelle.
et ça termine mal dans l'histoire. Ça va terminer mal avec Daesh et ça va terminer mal avec cette occupation continue. Merci beaucoup.